Bonjour, mon invité aujourd'hui est Julia Cagé, qui est économiste, professeure à Sciences Po, notamment à l'occasion de la publication de son livre « Libre et égaux en voix », un livre sur la démocratie et le trou de la démocratie. En fait, dès le départ, vous écrivez qu'il y a un impensé historique entre la relation entre l'argent et la démocratie. Oui, en fait, le point de départ de ce livre, c'est sur la crise de la démocratie représentative et le fait qu'on passe notre temps aujourd'hui à attribuer cette crise de la démocratie représentative à un abandon par les citoyens de l'idée de démocratie. Il y a de plus en plus de sondages qui veulent en permanence nous faire croire que les gens auraient renoncé à l'idéal démocratique, qu'ils seraient attirés par des autocrates, qu'il y aurait cette espèce de préférence pour une démocratie illibérale. Or, je pense que les gens ont raison de s'interroger sur le défaut de représentation de nos systèmes démocratiques actuels, et moi j'essaie de comprendre finalement ce manque de représentation, et je le fais par un angle qui m'intéresse particulièrement et qui avait été un peu ignoré jusqu'à présent, qui est l'angle du financement de la démocratie. Et ce que je fais dans ce livre, et en fait ce que j'avais fait de manière un peu plus systématique et académique dans mon livre précédent, Le prix de la démocratie, c'est de prendre une vingtaine de démocraties occidentales et de regarder finalement au cours du temps la structure du financement de leur vie politique. Et quelque chose qui s'est accéléré au cours des dernières années ou des dernières décennies, ça varie en fonction des pays et des régulations, c'est le fait qu'on a une capture de plus en plus forte du financement et des partis politiques et des campagnes électorales par les plus riches. Et donc en fait, ce sont les plus aisés finalement qui financent aujourd'hui le jeu démocratique, et ça a des impacts très forts sur les politiques qui sont mises en œuvre. Parce que les différents partis, qu'ils soient, alors en France on dirait de droite ou de gauche, je pense que la bonne division ici ça serait plus ou moins pro-business, ces différents partis-là, dans tous les cas, comme ils ont besoin d'argent pour mener campagne, en fait ils vont se tourner vers le même pôle de donateurs. Et ça va orienter finalement leur politique économique du côté pro-business, d'où le fait que les classes populaires se sentent aujourd'hui peu représentées, y compris par les partis historiques de ces classes populaires qui sont les partis de gauche, comme le Parti socialiste. Et vous écrivez en fait que dès le départ, il y a une sorte de vice, puisqu'au départ, la démocratie est censitaire. Donc en fait, c'est l'argent qui permet le vote, et qu'il y a deux groupes sociaux qui sont exclus dès le départ de la démocratie, c'est la classe ouvrière et les femmes. Ouais, je commence le livre par une citation que j'emprunte à Hannah Arendt, et qui est assez intéressante parce qu'elle date de 1956. Et Hannah Arendt, en 1956, écrit que les deux grands oubliés, enfin qu'il est temps de penser l'entrée dans l'espace public, mais quand elle dit l'espace public, en fait, elle parle de la vie politique, des classes populaires et des femmes. Et en fait, quand on voit ça depuis 2021, on se dit qu'on n'a toujours pas vraiment pensé l'entrée des femmes et des classes populaires dans la vie politique. Pour être tout à fait honnête, on a pensé de plus en plus l'entrée des femmes dans la vie politique. Et d'ailleurs, on s'est tellement aperçu qu'il y avait un déficit de représentation des femmes dans la vie politique qu'on a décidé d'utiliser les outils de l'état de droit pour penser cette entrée des femmes dans la vie politique, avec notamment un certain nombre de mesures en termes de parité. Si on prend la question de l'entrée des classes populaires, en fait, ça s'est plutôt dégradé au cours du temps. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment frappant. Si vous regardez l'Assemblée nationale en France, au cours des dernières décennies, il y a de plus en plus de femmes qui sont députées en France. On est toujours très loin de la parité. Normalement, dans un système complètement paritaire, on devrait avoir une moitié de femmes, mais la représentation des ouvriers et des employés a diminué au cours du temps. Et du coup, moi, je pense que il faut garantir cette représentation des catégories populaires comme on garantit la représentation des femmes. En fait, ça ne se fera pas tout seul. D'ailleurs, on voit que si on laisse faire, ça a plutôt tendance à diminuer. Pour les femmes, il a fallu une loi. Et donc, il faudrait une loi. Et c'est ce que j'ai appelé l'Assemblée mixte. L'Assemblée mixte, c'est l'idée de penser à la fois la parité entre les femmes et les hommes et la parité sociale à l'Assemblée nationale pour garantir une juste représentation des différentes catégories sociales. Présenter deux blocs. Alors il y aurait donc l'Assemblée nationale devrait être constituée de deux blocs. Et comment vous, les femmes, c'est simple, comment vous définissez le bloc classe ouvrière employée? Alors, ça va pas être deux blocs au sens où ça sera une seule assemblée. L'idée de l'assemblée mixte, c'est de changer les règles électorales. Donc on garde le système actuel, mais on impose aux partis qui veulent présenter des candidats à l'élection législative de présenter sur leur liste au moins, enfin non, pas au moins, de présenter sur leur liste une moitié de femmes, une moitié de représentants des ouvriers, employés, catégories populaires, travailleurs précaires, et d'avoir parmi leurs élus entre 40 et 60% de femmes et de représentants des classes populaires, pour qu'on soit sûr qu'on n'aille pas mettre les femmes ou les ouvriers dans les circonscriptions qui vont être perdues. Et vous proposez même d'ailleurs qu'il n'y ait pas de financement, parce que pour l'instant, la loi sur la parité prévoit seulement des amendes aux partis qui ne respecteraient pas la parité en termes de candidats ou d'élus, et vous dites, en fait, ils préfèrent payer. Ouais. Bon, en fait, c'est même pas une amende, c'est un tout petit... Alors, on présente ça comme une amende, mais en fait,
fait, on leur retire une partie de leur financement public. Donc aujourd'hui, le financement public direct des partis politiques prend deux formes. Il y a une forme qui est associée au nombre de voix que vous avez obtenues au premier tour des élections législatives, et il y a une deuxième forme qui est associée au nombre de parlementaires, députés et sénateurs qui se rattachent chaque année à votre groupe. Et donc en fait, ils ont une pénalité sur ce financement public si jamais ils n'ont pas respecté la parité. Et ce qu'on voit en fait, c'est que vous avez pas mal de partis, y compris les plus gros, hein, c'est le cas du Rassemblement national, c'est le cas des Républicains, qui préfèrent chaque année avoir un peu moins de financement public que de renoncer, plutôt que de respecter les conditions de la parité entre les femmes et les hommes. Et donc moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, et je dis que si, en fait, il y a deux possibilités. Ma solution soft, c'est de dire que si les partis ne respectent pas ces règles de parité sociale entre les femmes et les hommes, on les prive entièrement de financement public. Et la solution moins soft, c'est de dire que s'ils ne le respectent pas, en fait, on pourrait annuler l'élection de leur candidat, ce qui irait en fait un cran plus loin. Alors, vous dites que, en tant que femme, vous avez vu les progrès qu'entre l'année où vous êtes née et aujourd'hui, sur le droit des femmes, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, ce que vous ne niez pas, mais néanmoins, quand même, vous pensez qu'il y a toujours un impensé de la démocratie avec la place des femmes dans la vie publique. Oui, en fait, la bonne nouvelle, c'est finalement de se dire que la démocratie représentative est un phénomène assez récent. Moi, ça m'a toujours marqué de réaliser que quand mes grands-mères sont nées, l'une comme l'autre n'avaient pas le droit de vote. Donc forcément, il y a eu des progrès qui ont été faits au cours du temps. Aujourd'hui, les femmes peuvent voter, se présenter aux élections dans un pays comme la France. Cependant, leur représentation dans la vie politique, et pas que dans la vie politique, reste encore minoritaire. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est qu'il faut encore des lois finalement. Donc il y a eu la loi sur la parité entre les femmes et les hommes. Là, on est en train de fêter l'anniversaire d'une meilleure représentation des femmes en entreprise, et on voit que c'est aussi complètement insuffisant. Je pense que comme économiste, je suis assez bien placée pour savoir également que... Dans le 440, il n'y a pas beaucoup de femmes, il y en a aucune. Oui, je pensais plutôt au monde universitaire. Mais oui. Dans le 440, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et puis dans le monde universitaire, dans un certain nombre de disciplines, les femmes sont peu représentées, puis d'autant moins qu'on monte dans la hiérarchie. Dans les disciplines respectives, la géopolitique et l'économie, effectivement, oui, c'est... Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et non, mais pour le coup, comme économiste, ça m'a beaucoup marqué. J'essaie de prendre un peu de recul par rapport à ce que j'ai fait, puis par rapport à mes perceptions dans le livre. Parce que ce qui me frappait beaucoup quand j'avais 20 ans, 21 ans, quand je suis partie en thèse aux États-Unis, on était des promos de 25 au département d'économie, et mon année, on était 3 femmes. Et à l'époque, j'en étais assez fière. Je voyais un peu ça comme un signe d'orgueil. Ah, bah, j'ai réussi, et mieux finalement, puisqu'en fait il y a que 3 femmes. Et ce qui était complètement frappant, c'est qu'à l'époque je voulais déjà des politiques très incitatives en termes de bourses, en termes en France de ZEP, pour les catégories défavorisées, ou pour les minorités visibles d'ailleurs à l'intérieur des universités. Je pensais qu'il fallait des politiques incitatives parce qu'il y avait discrimination, et je le voyais pas pour les femmes. Et c'est plus en devenant pour le coup professeur et en voyant toutes mes étudiantes qui abandonnent au fur et à mesure, c'est-à-dire qui abandonnent à la fin de leur master, qui vont pas en thèse, et puis qui à la fin de leur thèse abandonnent et continuent pas à mettre de conférences parce qu'en fait elles voient pas vraiment leur place, et elles disent c'est simplement un milieu d'hommes, que je me suis dit qu'en fait non, il y avait aucune fierté à en tirer. C'est plutôt que j'ai eu de la chance dans un univers qui était discriminé et qu'il fallait lutter contre cette discrimination. Et pour lutter contre la discrimination, un jour ça se fera tout seul, et tant mieux, mais tant que ça se fait pas tout seul, il faut des règles de discrimination positive, et il faut des règles en termes de parité. Alors, discrimination selon le statut social, discrimination selon le genre, et par rapport à la diversité. Là, par contre, vous ne demandez pas à ce qu'il y ait des quotas. Je dis qu'on pourrait le faire, mais je pousse pas l'idée à aller plus loin. Pourtant, là aussi, il y a quand même, quand on regarde l'Assemblée nationale, quand on regarde le 440, quand on regarde ceux qui enseignent à l'université, enfin, on pourrait multiplier les préfets, les généraux, etc. Il y a que dans les stades de foot que la diversité fleurit, quoi. Non, mais vous avez complètement raison, et c'est un véritable problème. Je pense que d'abord, il faut des politiques beaucoup plus dures de lutte contre les discriminations, notamment dans le monde de l'entreprise. Il y a des enquêtes qui ont été faites par des collègues économistes qui ont montré, en utilisant des CV anonymes, qu'il y a des discriminations extrêmement fortes, y compris simplement sur le nom. Et c'est clair qu'il faut des politiques de discrimination positive. En fait, je le mentionne dans le livre, je dis pas qu'on va le faire tout de suite avec l'Assemblée mixte, parce que ça semble un peu plus difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est relativement difficile. Alors d'ailleurs, il faut prendre le temps d'étudier. En fait, parce que j'ai pas assez travaillé sur cette dimension, que je voulais pas l'aborder. Parce que si on veut vraiment travailler sur cette dimension... Ouais. Non, mais c'est tout à fait possible, parce que je vois, par exemple, ce qui s'est fait au Royaume-Uni, où il y a des efforts qui ont été faits sur ces questions-là. Donc
Donc par exemple, en France, on a tous débat aujourd'hui autour de la question des contrôles au faciès. Est-ce qu'il faut des récépissés lors des contrôles? C'est une promesse d'ailleurs qui avait été faite par Emmanuel Macron, qui n'a pas été tenue. Puis il a fait des récépissés. Est-ce qu'on demande aux gens leur origine, d'où ils viennent, qui l'aperçoit? Et donc au Royaume-Uni, il y a toute une politique qui a été mise en œuvre. Quand vous avez des policiers qui contrôlent des citoyens, il va y avoir un récépissé au moment du contrôle, et on demande à la fois aux policiers et aux citoyens d'indiquer finalement leur origine. Et ils le demandent avec un certain nombre de catégories, telles que celles définies dans le recensement. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe, que d'abord c'est pas forcément la même perception, c'est-à-dire qu'en fait le policier ne peut pas forcément toujours indiquer la même origine que la personne qui est interrogée, et a priori simplement le fait d'introduire ce contrôle même sans sanction, ça a quand même diminué les discriminations. En France, on sait qu'on a un rapport extrêmement compliqué avec ça, notamment que dans le recensement, pareil, aux États-Unis, dans les recensements, on va vous demander est-ce que vous vous sentez plutôt blanc, plutôt black, plutôt latino, plutôt... En France, on veut pas aller jusque-là, parce que ça pose aussi un certain nombre de problèmes. Donc j'aimerais prendre le temps, à un moment donné, d'étudier ça, d'étudier les expériences dans les différents pays, de voir comment on l'a fait. Est-ce que c'est des catégories qu'on avait imposées? Est-ce qu'on oblige les gens à se définir? Est-ce qu'il faut simplement dire où on est né, où sont nés nos parents, même si en plus ça fait une mesure extrêmement bruitée. Et c'est vrai que je voulais pas mettre le doigt dans ces problèmes parce que je l'aurais fait à la légère, c'est-à-dire j'aurais dit il faut le faire, mais comment on définit, c'est peut-être un peu compliqué, et je pense que c'est des questions trop importantes pour être traitées à la légère. Mais n'empêche que le problème est là, et je pense qu'à un moment donné il va falloir l'attaquer de front. Alors vous écrivez dans votre livre que, c'est ce que vous disiez au départ, les citoyens ne se détournent pas de la démocratie mais de ses formes actuelles qui, écrivez-vous, sans argent, les laissent sans voix. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement frappant, même dans un pays comme la France. C'était le point de départ du prix de la démocratie, en fait. Dans le prix de la démocratie, je partais de... On a cette le prix de la démocratie qui est votre ouvrage précédent. Qui est mon ouvrage précédent, qui est un peu plus long, qui est un peu plus académique, où j'essaie de documenter les différentes formes de financement de la vie politique. Et je partais de cette espèce de satisfecit français où on dit regardez, nous, contrairement aux États-Unis... Alors, les États-Unis, c'était toujours très bien quand on veut voir des dérives. Donc, contrairement aux États-Unis où on va dépenser plusieurs milliards, là je crois qu'on n'est pas loin des 4 milliards de dollars dépensés pour la dernière élection présidentielle, ce qui est complètement hallucinant. Nous, on a régulé la vie politique, et d'ailleurs, regardez, on ne peut pas donner plus de 7500 € par an à des partis politiques, plus de 4600 € à des campagnes électorales, donc il n'y a pas de capture du jeu politique en France, contrairement à plein d'autres pays. Donc je me suis dit, soit, il y a des limites, mais regardons ce qu'il en est véritablement. Donc ce que j'ai fait, c'est que en France, quand on donne à un parti politique ou à une campagne électorale, on peut bénéficier de réductions fiscales, ce qui fait qu'on va déclarer nos dons sur les feuilles d'impôt. Donc j'ai eu accès à l'intégralité des fichiers fiscaux, anonymisés bien sûr, mais ce qui permet de voir qui donne combien en fonction de sa place dans la distribution de revenus. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est plusieurs choses très intéressantes. La première chose, c'est qu'en moyenne, les gens contribuent très très peu à la vie politique. Vous avez moins de vous avez 0,7% des Français qui en moyenne chaque année font un don à un parti ou à une campagne électorale. Si vous regardez parmi les Français aux 0,01% des revenus les plus élevés, vous avez 12,5% de donateurs. En fait là, on voit une surreprésentation des très riches parmi ceux qui donnent. Ensuite, si vous regardez en fonction des dons moyens, si vous regardez en moyenne parmi les gens qui donnent aux partis politiques, vous avez un don moyen de 120 €, ce qui est pas très étonnant en fait, c'est à peu près le montant moyen d'une cotisation à un parti politique. Maintenant, si vous regardez parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, le don moyen est de 5225 €. D'ailleurs, on n'est pas très loin du plafond de don qui est à 7500 €, ce qui veut dire que ce plafond sert quand même à quelque chose. Et si vous regardez en masse, du coup, en cumulé, vous voyez que ce sont les plus riches, mais pas les plus riches, c'est même pas, en fait on voit pas les différences dans les courbes parmi les 10% les plus riches. Ça bruite un peu parmi les 1% les plus riches, mais la différence se joue vraiment dans les 0,1%, dans les 0,01%. Donc vous voyez vraiment que ce sont les plus aisés qui financent de manière disproportionnée la vie politique. Ce à quoi il faut rajouter en France une autre problématique, qui est le fait que quand vous donnez 7500 € à un parti politique et que vous avez suffisamment de revenus, en fait vous allez payer que 2500 € parce que vous allez bénéficier de 5000 € de réduction. Et en fait c'est tout le monde qui paye pour vous. C'est tout le monde qui paye pour nous, d'où une formule que j'utilise qui revient à dire que non seulement ce sont les plus riches qui financent la vie politique, mais qu'en plus ce sont les pauvres qui paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches. Dans la mesure où une partie est fiscalisée, le manque à gagner pour l'État est partagé par l'ensemble de la population. Exactement, et ce qui est frappant en termes de masse, c'est que les sommes qu'on dépense chaque année en défiscalisation des dons politiques, c'est quasiment autant que le financement direct public des partis. Sauf que le financement direct public des partis, ça reflète les préférences de 60 millions de citoyens, alors que ces autres sommes vont bénéficier à une petite
petites dizaines de milliers d'individus. Alors vous parliez tout à l'heure de la différence qui n'est plus droite-gauche mais pro-business, et vous parlez de l'évolution du Parti socialiste qui, selon vous, Mauroy le disait d'ailleurs en 2002 finalement, a abandonné la classe ouvrière, et vous liez cela à la recherche de financement. Oui, et ça, c'est quelque chose qui est vrai pas seulement pour la France, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans l'histoire récente du Parti démocrate aux États-Unis, du Parti social-démocrate en Italie, en Allemagne, et puis aussi du Parti travailliste et du nouveau Parti travailliste au Royaume-Uni. On le voit très bien dans les données, pour le coup, quand vous regardez les données du Royaume-Uni et les modes de financement du Parti travailliste au Royaume-Uni. Tout à l'heure, on parlait du manque de représentation des ouvriers et des classes populaires. Pour le coup, le Parti travailliste au Royaume-Uni, c'est pas le cas en France, où il y a une séparation plus claire entre les syndicats et les partis. Le Parti travailliste au Royaume-Uni, c'est une émanation des syndicats, et pendant des années, il a été financé par les syndicats très directement. Donc en fait, par les ouvriers très directement. D'une certaine manière, c'est un peu Margaret Thatcher qui a affaibli cette relation, parce qu'il y a eu plein d'allers-retours tout au long du XXe siècle entre ce qu'on appelait quelque chose de opt-in ou de opt-out, c'est-à-dire est-ce que automatiquement tous les syndicats et tous les ouvriers avec leurs cotisations syndicales allaient financer le Parti travailliste, et si jamais ils voulaient pas le faire, fallait qu'ils opt-out, ou est-ce que c'était quelque chose de opt-in, pour que leur cotisation syndicale soit utilisée pour le financement du parti, il fallait qu'ils le déclarent. À la fin des années 80, Margaret Thatcher revient vers l'option opt-in, ce qui en fait coupe un peu le lien financier entre les syndicats et le Parti travailliste. Ce qu'on voit dans les données, c'est que vous allez avoir une baisse continue en fait, depuis le milieu des années 90, de la proportion d'ouvriers parmi les représentants du Parti travailliste, et en parallèle, les courbes sont inversées, mais elles se suivent quasiment exactement. Vous avez une augmentation de la dépendance du Parti travailliste aux dons privés, et aux dons privés non seulement d'individus très riches, mais également aux dons privés de la part d'entreprises, puisque ça, c'est pas interdit au Royaume-Uni. Et ça correspond assez bien dans les faits au virage pro-business du New Labour, et au virage pro-business de Tony Blair. Et on le voit aussi dans le cadre du Parti démocrate aux États-Unis, on le voit aussi très bien dans le cadre du Parti socialiste en France. En fait, dans le cas de la France, finalement, ça a été poussé à l'extrême par la République en marche. Si on veut croire que la République en marche est une émanation du Parti socialiste, puisque Emmanuel Macron a travaillé pour sous le quinquennat Hollande, en fait, c'est vraiment ce qu'on voit. Et pour le coup, Emmanuel Macron, dans la structure du financement de son parti, ça a été un financement qui a reposé très majoritairement, encore plus majoritairement d'ailleurs que les partis de droite historiquement, c'est-à-dire que les Républicains en France, sur des gros dons, sur des dons à hauteur de 7 500 €. Donc ça a été très concentré sur les grosses donations, et ensuite tout de suite vous avez des politiques économiques qui sont mises en place et qui correspondent finalement aux préférences politiques de ces plus riches, avec la remise en cause de l'ISF qui est remplacée par l'IFI. Alors on peut pas, je dis pas ici qu'il y a une espèce de phénomène de corruption, c'est pas forcément qu'Emmanuel Macron a promis, mais en fait ça détermine en grande partie déjà à qui vous parlez pendant votre campagne. C'est-à-dire que vous allez faire campagne auprès de ceux qui vont vous financer, vous allez donc, organiser forcément, des il y a une dîners. sorte d'osmose, ne serait-ce qu'intellectuelle, sans parler de corruption. Voilà, et il y a une mise en accord qui se fait. Il y a un très 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 bon bouquin qui a été écrit là-dessus par un politologue états-unien qui s'appelle Martin Gilens, qui s'appelle Influence and Affluence, et ou le contraire d'ailleurs, sans doute Affluence and Influence. Il a écrit ce livre où il va regarder finalement l'évolution des préférences politiques des citoyens états-uniens depuis les années 1950. Il va prendre un certain nombre de sondages, un certain nombre d'enquêtes, où sur toutes les questions économiques, les questions internationales, les questions de vie de société, etc., depuis les années 50 aux États-Unis, il va regarder les réponses, les préférences exprimées par les citoyens en fonction de leur position dans la distribution de revenus. Et il dit deux choses relativement intéressantes, Martin Gilens. La première chose qu'il dit, c'est qu'en moyenne, si vous regardez les préférences de l'ensemble des citoyens, les politiques qui sont mises en œuvre correspondent aux préférences de l'ensemble des citoyens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la démocratie fonctionne. Parce que sinon, vous auriez une révolution, on irait renverser un gouvernement. Mais qu'à chaque fois qu'il y a des divergences entre les préférences de la majorité des citoyens et les préférences des plus riches, les politiques menées par les républicains comme par les démocrates vont suivre les préférences exprimées par les plus aisés. Il a écrit un autre livre ensuite avec Benjamin Page, dans lequel ils appellent ça assez joliment, d'ailleurs je trouve, la démocratie par coïncidence. Ils disent la démocratie, elle fonctionne parce que par coïncidence, il se trouve que sur beaucoup de sujets, les préférences des plus riches correspondent aux préférences des plus pauvres. Et je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quand on parle de crise de la représentation, c'est pas du tout le fait qu'il y aurait une préférence pour
des démocraties illibérales de la part des citoyens, c'est qu'en fait on est en train de sortir de la coïncidence. Et qu'avec l'augmentation extrêmement forte des inégalités dans toutes les démocraties occidentales, on commence à avoir une vraie divergence entre les préférences des plus riches et les préférences de la majorité. Qui correspond à un écart aussi dans des inégalités. Revenu. Voilà. Et du coup, et en plus, on a eu cette espèce d'auto-renforcement entre l'augmentation des inégalités économiques qui renforce l'augmentation des inégalités politiques. Et je pense que si on met pas fin au lien entre inégalité économique et inégalité politique, et comment on met fin à ce lien-là, il faut limiter beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui le poids des financements privés. Donc moi je propose, c'est une réforme qui est... Alors ça c'est le financement public. Vous battez contre les fondations, qui est une façon finalement là aussi de défiscaliser, de faire payer par chacun les dons des plus riches. Et vous proposez sur 3 sujets essentiels les associations, l'aide aux associations qui est défiscalisée, l'aide aux médias. Les médias sont très largement subventionnés par l'État, même les médias libéraux qui râlent contre l'État en permanence, et aussi pour la vie politique, vous proposez des sortes de bons démocratiques où chaque citoyen aurait un bon qu'il pourrait donner à son organe de presse ou son parti préféré. Oui, alors ce qui est important, c'est que, il faut mettre fin au financement privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un plafond à 7 500 €. On le voyait tout à l'heure, ça suffit pas du tout à empêcher des inégalités de financement privé. Moi, je propose un plafond à 200 €. Après, on peut discuter du montant. Ça peut être 150 €, ça peut être 300 €. Enfin, je suis pas accroché à 200. Je dis 200 parce que c'est quand même une somme que chacun, finalement, est à même de contribuer en faisant un effort financier. 7 500 €, c'est certainement pas le cas. Vous êtes au SMIC aujourd'hui, ou même avec 2 fois le SMIC, vous n'avez pas 7 500 € à donner à un parti politique. 200 € ça permet d'égaliser les préférences des citoyens et que finalement chacun ait la même liberté de contribuer à la vie politique. Sauf que je reconnais aussi, et ça c'est vrai pour les médias comme pour les associations, comme pour la vie politique, que ça coûte cher la vie politique. Ça coûte cher de faire vivre un parti, ça coûte cher de faire vivre une campagne électorale, et si on veut pas que ça soit capturé par les financements privés, il faut bien le financer avec de l'argent public. Il se trouve qu'aujourd'hui, on dépense avec les déductions d'impôts énormément d'argent public pour financer les préférences politiques des plus riches. Je propose de supprimer ces réductions fiscales et de les remplacer par une répartition égalitaire finalement des financements. Qui coûterait le même prix à l'État. Qui coûterait exactement le même prix à l'État, et donc dans le cas du financement de la démocratie, ce que j'ai appelé les bons pour l'égalité démocratique, ça revient à donner chaque année 7 € d'argent public à chaque citoyen qu'il peut allouer au mouvement politique de son choix. Ça a 2 avantages par rapport au système actuel. Le premier, c'est celui de l'égalité. Je parle vraiment du principe, ça paraît très très bête, mais que la démocratie, c'est une personne, une voix. Il se trouve que dans son fonctionnement actuel, c'est plutôt 1 €, une voix. Donc revenons aux fondamentaux. Une personne, une voix. Et puis le deuxième avantage par rapport à ce qu'on voit à l'heure actuelle, et ça en fait c'est assez marquant aussi dans l'expérience de la République en marche, c'est qu'aujourd'hui les financements de la vie politique sont figés par intervalle de 5 ans. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un financement direct pour votre parti politique, en fait il faut avoir présenté des candidats aux élections de 2017. Ça a été un des arguments qui a été utilisé par la République en marche quand on leur a reproché d'aller chercher des financements privés. En fait c'est vrai qu'ils n'avaient pas fondamentalement le choix, ils n'avaient pas le droit à des financements publics. Je trouve que le parti aurait pu en tirer les leçons et dire bon bah alors réformons après cette élection de 2017, les financements publics. Et la vie politique, elle est certainement pas figée par intervalle de 5 ans. Je sais pas si elle l'a jamais été, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elle ne l'est plus du tout. Donc l'avantage des bons pour l'égalité démocratique, c'est aussi d'avoir finalement ce dynamisme du financement, puisque les règles sont redéfinies tous les ans. Alors vous explorez aussi un chapitre qui est peu exploré, vous dites carrément qu'il y a incompatibilité entre philanthropie et démocratie. Alors, quand on parle de philanthropie, on dit bravo, merci, c'est généreux, c'est grand, c'est beau, et vous venez un peu faire éclater cette idée reçue. Oui, le point de départ, c'est de dire que finalement la philanthropie, c'est le pouvoir de l'argent. Le modèle philanthropique qu'on essaie d'importer en France des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est développé depuis énormément et puis les barons voleurs aussi. Oui, parce que finalement, c'est quand même les barons voleurs qui ont mis en place cela pour se racheter ou pour... C'est exact. Eux, c'était pour se racheter. Alors aujourd'hui, on est rentré dans une autre logique, qui est un peu une logique de la Silicon Valley, où il y aurait une petite poignée d'individus qui auraient très très bien réussi. Comme ils auraient très très bien réussi, ça témoignerait d'une très très grande intelligence supérieure à tout le reste, et notamment supérieure à l'État, qui serait lui très très inefficace. Et donc en fait, ça serait mieux qu'ils ne paient pas d'impôts. Mais comme ils sont cependant extrêmement généreux, ils décideraient eux-mêmes d'allouer leur richesse à qui voudrait bien recevoir leur générosité. C'est pas un système très démocratique, ce système où finalement une poignée d'individus, parce qu'ils ont réussi à un moment donné, vont échapper à l'impôt et décider eux-mêmes combien on va financer en termes d'éducation, de santé, etc. C'est rétablir le sens d'un certain côté. En fait, c'est rétablir complètement c'est rétablir le sens. Et en fait, on s'en aperçoit pas parce que le sens, même si en fait ça a varié au cours du temps et ça varie un tout petit peu dans les pays, mais le sens était quand même basé essentiellement sur l'argent. Et du coup, quand on l'a remis en cause, ça paraissait relativement logique.
On disait, mais il y a quand même pas de raison que les plus riches. Alors que là, en plus, derrière, il y a une espèce de tentative de légitimation méritocratique. C'est rétablir le sens, et puis il y a quand même un autre problème au-delà du sens, et ça, c'est quelque chose que Rob Reich, qui est chercheur en sciences politiques à l'université de Stanford, écrit très bien dans son dernier livre. Qui était ministre du Travail de Clinton. Alors, c'est pas le même Rob Reich. Alors, c'est assez compliqué sur la côte ouest, parce qu'il y a deux Rob Reich. Il y en a un qui est à Berkeley, qui a été ministre du Travail de Clinton, et l'autre qui est à Stanford. Non, mais moi, la première fois que je l'ai vu aussi, je l'ai mal googlé. Je lui ai dit, vous avez été ministre du Travail de Clinton? Ah non, je suis pas le bon Rob Reich. Je crois que ça nous arrive tous, malheureusement. Mais il a écrit ce livre sur la philanthropie, où il décrit très bien, en fait, toutes les dérives de la philanthropie par rapport à la notion de démocratie. Et notamment le fait que, si vous prenez un homme politique, il va être responsable devant les citoyens. Il doit retourner aux urnes de temps en temps. Même si vous prenez une entreprise ou un chef d'entreprise, en fait, elle est responsable soit devant les consommateurs, soit devant les actionnaires. Le philanthrope, lui, n'est responsable devant absolument personne, et c'est même pire que ça, parce qu'en fait, les gens vont lui demander des choses. C'est-à-dire qu'on passe son temps à lui demander des choses, et il n'est jamais responsable devant personne, alors même que les fondations ont une durée de vie indéterminée. Alors, ce qui est vrai aux États-Unis, alors en France, on va dire que c'est 100 ans, il y a quand même, quand vous créez une fondation, vous pouvez pas la créer ad vitam aeternum, mais de facto, elles ont une durée de vie indéterminée. Donc ça leur donne une espèce de pouvoir surdimensionné, ce qui s'ajoute en plus aujourd'hui avec le fort degré d'inégalité, ce qui fait que les dotations finalement de ces fondations ne cessent d'augmenter et d'augmenter beaucoup plus vite qu'absolument tout le reste. Et je pense qu'il faut sortir absolument de cette espèce de logique du mécénat, de la philanthropie, parce que c'est une logique profondément inégalitaire, et je pense que c'est une très mauvaise idée de vouloir l'importer en France. D'autant qu'en France, parce que en général, quand on est en retard, on essaie de se rattraper. Et donc en France, on était assez en retard sur le mécénat. Donc en fait, on a mis en place des systèmes de réduction d'impôts qui sont beaucoup plus généreux que dans tous les autres pays du monde. En France, sur les dons, alors il y a politique, il y a des réductions fiscales, hein, mais sur les dons aux associations, aux fondations, vous avez 66% de réduction pour les dons des particuliers. Vous avez 60% de réduction pour les dons des entreprises. C'est limité en pourcentage de chiffre d'affaires, mais ça peut être étalé sur 5 ans. Et pour certaines entreprises qui ont des très gros chiffres d'affaires, en fait, c'est pas du tout limité. Et puis, puisque vous mentionnez tout à l'heure les journaux libéraux, moi ça me fait toujours beaucoup rigoler d'entendre par exemple ceux qui défendent l'IFRAP, qui vont dire qu'il faut absolument tuer l'État, que l'État est trop gros et a trop de dettes, et qui mettent en premier sur leur site internet donnez-nous, il y aura 60% d'impôts pour toutes les entreprises qui vont nous faire un don et 66% pour les citoyens. Sauf qu'à l'arrivée, ça c'est une dépense fiscale, d'ailleurs ça apparaît dans les jeunes de Bercy comme une dépense fiscale. Et ce qui est aussi frappant, c'est que finalement la philanthropie de ce point de vue, c'est une manière de détourner les règles qui encadrent le financement de la vie politique, parce que là vous avez des plafonds, alors que pour les dons au think tank par exemple, vous avez absolument aucun plafond qui existe. Donc si vous voulez influencer le débat public, c'est une manière très efficace qui est faite, financée par l'État et pas contrôlée, et ça me paraît aussi urgent de le réguler. Merci Julia Cagé, je renvoie à la lecture de votre livre Libre et égaux en voix, c'est paru aux éditions Fayard.